Et à 18h28 sur RCI, nous retrouvons sans plus attendre David Kamachi pour la présentation de votre magazine, le magazine de la rédaction. Bonsoir David. Bonsoir Sarah, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons évoquer donc l'actualité du moment en Guadeloupe, mais aussi les élections à venir, les 20 et 27 juin. Vous le savez, ce sont des élections régionales et départementales. Et nos invités sont des colistiers pour les élections régionales. Avec nous donc trois invités. Julie Tran de la liste Nous, conduite par Ronald Selbonne. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Kamachi. José Cancel de la liste La Région au service du peuple, conduite par Christelle Nanor. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Kamachi, bonsoir les auditeurs d'RCI. Et Max Céleste, donc de la liste Combat ouvrier, faire entendre la voix des travailleurs, conduite par Jean-Marie Lemertin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors l'actualité de ce mardi, on est dedans, c'est ce qu'on pourrait considérer comme un pseudo-déconfinement. On a un peu plus de liberté depuis ce matin. On peut notamment rester sur la plage pour pouvoir en profiter, se prélasser, retourner dans le commerce puisqu'ils sont de nouveau ouverts. Et puis il n'est plus nécessaire forcément d'avoir une attestation pour se déplacer le jour, au contraire. Donc c'est terminé, même s'il y a un couvre-feu, on le rappelle, couvre-feu à partir de 19h. Donc faut-il pour autant parler de liberté aujourd'hui, Julie Tran? Est-ce qu'on peut parler de liberté qu'on retrouve un petit peu? Alors, le mot liberté peut être très fort parce que je pense pas avoir perdu de liberté quand j'étais confinée parce que je continuais à travailler comme la majorité des Guadeloupéens. Et je pense en fait que c'est quand même nécessaire d'avoir retrouvé une certaine, un certain droit d'aller à la plage ou de pouvoir consommer comme on le faisait avant parce que on sentait une certaine anxiété de la part des Guadeloupéens et je pense que c'était nécessaire en tout cas de retrouver le chemin des plages et des commerces parce qu'il y a des économies qui tournent et c'était nécessaire de retrouver une certaine normalité, voilà. Votre avis concernant cette situation également, José Cancel? Alors, je partage tout à fait l'idée. Je pense que c'est tout à l'heure vous avez mentionné comme une semi-liberté. Moi, je pars du principe que semi-liberté n'est pas liberté d'une certaine manière, mais c'est vrai que on sentait quand même cette situation morose, tendue, et qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de personnes, en tout cas, ont recouvré un certain nombre de choses, notamment les commerçants, puisqu'à la veille des fêtes des mères, je pense que j'ai vu et j'ai entendu certains commerçants qui disaient ouf, une petite bouffée d'oxygène. N'empêche que les vraies solutions sont pas encore amenées. Et puis des gens qui profitent de la plage, de la rivière. Je pense que ça fait partie de notre cadre de vie, de notre mode de fonctionnement, de nos us et coutumes. Il est important que nous puissions justement retrouver cette harmonie avec la nature. Max Céleste, sur cette journée du mardi. Eh bien, écoutez, c'est certainement un soulagement pour beaucoup, mais plus de liberté pour beaucoup. Mais je pense surtout à mes camarades des entreprises, en particulier les soignants, qui eux n'ont pas connu de liberté pendant toute cette pandémie et même avant, parce que ils travaillent trop, ils manquent de matériel, ils manquent de personnel. Aujourd'hui encore, ils sont en mouvement parce que on licencie un jeune ingénieur, Eddie Fifi, et ils protestent contre ce licenciement qui n'a absolument aucune cause. Il y a des camarades chez BUT qui sont licenciés et qui sont en train de se battre contre ces licenciements. Et d'une manière générale, je dis que dans les entreprises, il existe une véritable dictature patronale contre les travailleurs. Il faut faire des pieds et des mains pour essayer de placer quelques jours de congé. Et il y a une loi qui vient de sortir pour dire que il y a une partie des congés qui doit être décidée par le patronat. C'est une loi qui vient de sortir. Et ils ajoutent plusieurs jours de congés. Donc même les congés, les travailleurs n'auront pas le droit de les choisir entièrement eux-mêmes. Donc voilà, en ce qui concerne la liberté, je dis qu'il y en a qui ne la connaissent jamais. Ce sont les travailleurs exploités par les patrons capitalistes. Alors, la transition est toute trouvée pour évoquer cet autre point concernant ce mardi, et c'est la réouverture des commerces. Là également, les commerçants, beaucoup de salariés également sont heureux de retrouver, José Cancel, ces commerces, de retrouver leur activité. Oui, tout à fait. Les commerçants sont contents, notamment à la veille de, la fête des mères. On sait très bien, c'est une activité commerciale très forte, la fête des mères. Néanmoins, ça n'exclut pas les difficultés qu'ils ont rencontrées les quelques mois où ils ont énormément perdu un chiffre d'affaires.
Je vais dire que c'est pas quelques jours ou quelques mois qu'on va leur accorder d'une pseudo-liberté qui vont le faire recouvrer les difficultés qu'ils rencontrent. Il faut vraiment attaquer le problème à sa racine. Il faut vraiment amener une vraie action pour permettre aux entreprises de se développer, parce que les entreprises sont pourvoyeurs d'emplois. Une entreprise qui ne fonctionne pas, c'est des incidences sur la vie de ses salariés, donc des problématiques sociales, voire sociétales. Une entreprise qui n'a pas de chiffre d'affaires, c'est des entreprises qui ferment, et c'est une situation sociale et économique très tendue sur notre territoire. Donc je pense qu'il faut vraiment attaquer le problème à sa racine, et il faut vraiment permettre aux Guadeloupéens, de manière générale, notamment les commerçants, de retrouver une activité normale pour leur permettre de continuer à vivre et à faire vivre des foyers. On va développer toutes ces idées économiques tout à l'heure également dans la partie purement régionale, puisque l'économie, c'est également la région, et vous êtes tous donc colistiers pour ces régionales. Julie Tran, donc la réouverture de ces commerces, on le sait que beaucoup de ces commerces ont souffert, d'autres sont restés ouverts, mais il y en a d'autres qui étaient totalement fermés. Oui, alors je trouve ça un peu dommage en fait qu'il y ait eu des commerces essentiels et d'autres qui ont été classés non essentiels. Par qui, comment, on ne sait pas sur quelle base. C'est un peu flou ce genre de choix en tout cas. Là où j'aimerais rebondir, c'est que la France a jusqu'à présent décidé de l'ouverture ou de la fermeture de nos frontières, et nous en tant que Guadeloupéens, nous n'avions pas notre mot à dire. Et c'est ce sur quoi nous aimerons évoluer et négocier aussi sur ce genre de compétences demain à la région, savoir si on pourrait avoir un contrôle plus strict de nos frontières lorsqu'il y aura des crises comme celle du Covid-19 qu'on est en train de subir en ce moment. Alors c'est bien parce que vous évoquez des sujets qui me permettent de faire des transitions toutes trouvées, puisque parmi les autres actualités, alors c'est encore à venir, mais il faut rappeler que le 9 juin prochain, Max Céleste, il y aura la possibilité de voyager librement, sans motif impérieux, entre les îles, déjà ça c'est important, mais également entre l'Hexagone et l'Outre-mer, et plus singulièrement donc la Guadeloupe. Comment voyez-vous cette levée de motifs impérieux? Beaucoup de nos auditeurs se posent des questions, parce que qui dit fin des motifs impérieux dit arriver les touristes. C'est pas souvent bien vu par certains de nos compatriotes. Oui, vous savez, toutes ces mesures-là, bon, elles viennent pendant la pandémie depuis près d'un an. Hein. Mais il y a quand même quelque chose de choquant dans cette situation. Ce sont les 255 morts du Covid en Guadeloupe. C'est beaucoup trop. Alors qu'en Martinique, juste à côté, il n'y en a que 93. Donc, il y a un problème. Et il faudra s'interroger sur le pourquoi de ce nombre de décès. C'est le plus important de la Caraïbe. Hein. Donc, c'est énorme. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans la gestion à ce niveau-là de la pandémie. Évidemment, ceux-là, ils pourront pas voyager avec ou sans motif impérieux. Quoi qu'il en soit. La question du tout secteur touristique, José Cancel, est également un sujet très important. On le sait que nos économies, en tout cas notre économie de manière générale, dépend très fortement de ce secteur touristique. Tout à fait. Le secteur touristique, j'ai envie de parler même de l'industrie touristique, hein, qui est quand même porteur chez nous. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes opérant dans ce secteur rencontrent d'énormes difficultés, notamment parce qu'à un certain moment, ils ont mis justement ce motif impérieux qui a diminué fortement non seulement la venue d'un certain nombre de personnes, de touristes, mais aussi qui a diminué beaucoup l'activité du monde touristique, avec les conséquences annexes, j'ai envie de dire, qu'il y a autour. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le fait on a l'impression qu'on nous amène comme un yo-yo. Aujourd'hui, on fait ça. Demain, c'est tel coin de la Caraïbe qu'on va mettre en confinement. On va l'enlever, on va mettre un autre. Et maintenant, on parle du motif impérieux. C'est vrai, le motif impérieux, ça permet beaucoup d'échanges au niveau du transport notamment. Mais j'aimerais juste revenir, au mois de décembre, il y a eu quand même 40 000 touristes qui sont venus en Guadeloupe. Et si on fait des motifs impérieux, on sait très bien que ce sont des gens quelquefois qui ont le pouvoir d'achat, qui pourront venir. Mais ce sont des gens aussi qui peuvent être porteurs de ce virus, justement. Donc, je pense que c'est bien ciblé, ce qui avait été dit il y a quelques temps, de bien cibler qu'il y ait un véritable contrôle au niveau de nos frontières, parce que le fait de faire motif impérieux, c'est bien gentil, d'accord?
Mais si c'est pour faire des motifs impérieux et que on se rend compte que des touristes sont arrivés ou que des gens sont arrivés et que on augmente justement le nombre de personnes contaminées, ça veut dire qu'on va se retrouver dans un 4e confinement et on va se retrouver dans une situation qui est déjà chaotique, mais vraiment à ce moment-là, l'économie touristique de la Guadeloupe sera vraiment enterrée. Alors si je comprends bien, selon vous, il y aurait forcément à ce moment-là un lien que l'on pourrait faire entre l'arrivée des touristes et l'augmentation des cas. Ah, tout à fait. Moi, je l'ai dit fermement. Il y a effectivement, on le sait très bien. Je pense qu'à un certain moment, il faut voir les choses en face. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Il y a des personnes d'origine étrangère ou encore des personnes qui viennent de l'Hexagone qui peuvent passer entre les mailles et qui sont atteints sont contaminés et qui peuvent transmettre ce virus-là. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on arrive à faire un petit jeu qui, à mon avis, n'est pas en faveur justement de l'intérêt du monde touristique, parce que c'est le revers de la médaille. On fait venir des gens parce qu'on a enlevé les motifs impérieux, mais il faudra qu'il y ait vraiment des contrôles stricts pour qu'on puisse pas se retrouver faire un pas en avant et 5 pas en arrière. La situation peut être très catastrophique. Et je pense pas qu'aujourd'hui, l'économie touristique qui est déjà bancale, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui disent regardez ma maison, regardez mes gîtes, c'est vide, mais ce sont des personnes parallèlement à ça, ont des charges qui sont là. Et les charges, il faut les payer. Et il n'y a pas d'entrée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé d'organiser, de réduire son personnel. On est obligé vraiment de se rapetisser pour permettre justement de survivre. Je ne dis pas de vivre, de survivre. Ça cause un problème. Alors, on le rappelle, à partir du 9 juin, donc c'est selon ce qui a été arrêté, donc il n'y a plus de motifs impérieux. Les personnes qui se rendront dans l'outre-mer, et notamment en Guadeloupe, devront avoir un test PCR de moins de 72 heures. Et les personnes non vaccinées qui auront fait le test PCR également devront normalement suivre un auto-isolement de 7 jours. On parlait de cette médaille en Guadeloupe et de l'économie guadeloupéenne du tourisme. Julie Tran, en fait, le tourisme, c'est une médaille à 2 faces. Exactement, mais nous ne devons pas incriminer les touristes uniquement, hein. Entendons-nous bien, parce qu'en fait, l'économie du tourisme en Guadeloupe prend une grande part, en tout cas, dans notre paysage, et il faudrait d'abord repenser, en tout cas, cette économie touristique pour toucher des personnes qui souhaiteraient voir un paysage beaucoup plus qualitatif en Guadeloupe, c'est-à-dire que on pourrait se tourner vers le tourisme de niche. Pour tout ce qui concerne peut-être nos agrotransformations, penser des circuits touristiques bien spécifiques à la Guadeloupe, parce qu'il ne faut pas que nous mettre nos œufs dans le même panier, en fait. C'est-à-dire que on a certes une économie touristique qui est très importante, mais on peut aussi se tourner vers la mer, on peut se tourner vers l'entrepreneuriat également, et on doit pas notre économie ne doit pas reposer uniquement sur le tourisme. Et il faut rappeler également que quand on parle de touristes, alors on voit des personnes qui viennent peut-être pour la première fois ou qui viennent régulièrement. Il ne faut pas oublier que le mois de juillet et d'août est également la possibilité à des Guadeloupéens qui sont dans l'Hexagone de revenir également. Ils sont très nombreux à revenir et qui font partie de ces personnes qui reviennent sur le territoire. Évoquons un autre sujet d'actualité. Aujourd'hui, on est le 25 mai, c'est il y a un an après la mort de George Floyd, qui a remué donc le monde entier. La Guadeloupe est également concernée par une mort qui interpelle la population et l'opinion publique, celle de Claude Jean-Pierre. On l'a entendu, les proches et notamment un collectif demandent donc toute la lumière sur cette triste affaire, cette triste disparition. Une affaire, Max Céleste, qui devrait interpeller les élus également guadeloupéens. Oui, ils sont intervenus, mais ils sont intervenus tout de suite après la vidéo. Mais ça fait des mois et des mois que nous nous battons pour avoir un certain nombre d'images et de vidéos et de preuves de ce qui s'est passé, en questionnant la famille, la population, etc. Bon, ça fait des mois qu'il y a un comité Clodo contre violence à gendarme. Et donc là, on a des doutes maintenant sur ce que dit le procureur. On a l'impression d'assister à un atermoiement. Il dit qu'il faut laisser la justice faire son travail. Mais c'est tout à fait normal que les gens en Guadeloupe aient des doutes et des craintes. Parce que nous vivons dans un pays qui a subi régulièrement des violences de gendarmes, des assassinats, les travailleurs de Moule en 53, les travailleurs de Sainte-Marthe avant, de Capesterre.
Charles-Henri Salin, un jeune qui a été froidement abattu et volontairement dans les années 80, parce que, tout simplement, les gendarmes voulaient se venger. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait une époque, c'est une époque où il y avait des attentats, il y avait des bombes, ils l'ont abattu froidement. Didier Assor de Trois-Rivières, qui était un handicapé, il avait un coutelas à la main. Les gendarmes auraient pu lui envoyer un immobilisateur, genre taser, etc. Ils l'ont abattu. Bon. Donc, on a l'impression que il y a du racisme aussi qui existe. On est obligé d'y penser, même quand c'est pas volontairement raciste, parce que vous avez des blancs qui tuent des noirs. Et quand on fait la comparaison avec les États-Unis, c'est le cas. 255 noirs sont tués chaque année par des policiers blancs. Bon. Nous disons qu'il existe un racisme pratiquement ouvert aux États-Unis, mais une forme de racisme officiel ici en Guadeloupe depuis très longtemps. Donc on est obligé, quand on est noir, de penser à ça, même si ce n'est pas ça. Parce que nous vivons dans un pays colonisé, qui a été très longtemps colonisé, qui vit des séquelles coloniales, qui a connu l'esclavage. Il y a une mémoire collective de tout cela. Et donc, il existe dans ce pays un sentiment compréhensible d'oppression raciale. Et on le voit encore actuellement, pas seulement au niveau des problèmes entre gendarmes et population, mais aussi au niveau, par exemple, des grandes administrations qui ne sont pas dirigées par des natifs de ce pays. Et tout le monde le dit, il faut le dénoncer. Bon, vous avez un tas de postes qui ne sont pas occupés par des natifs de ce pays. Et donc, là aussi, cela induit et accroît le sentiment d'oppression raciale. Et il faut que ça change. Et nous nous présentons à ces élections aussi pour dénoncer cela. Il n'y a pas que cela, mais il faut le dénoncer. Une réaction, Julie Tran, sur cette actualité de je tiens à rappeler que l'Alliance nationale Guadeloupe, dont je fais partie, a toujours été dès le départ en soutien à la famille donc de Claude Jean-Pierre. Et on trouve cela vraiment dommageable, en tout cas, de ce genre d'événements. Ça ne doit pas arriver, en tout cas, au XXIe siècle, et surtout pas en Guadeloupe, parce que c'est quelque chose, en fait, qui est traumatisant. Et le fait d'attendre que des vidéos sortent pour que la population, enfin que tout soit rendu public et que le procureur tienne compte en tout cas des remarques des hommes politiques pour faire un communiqué, je trouve que ce n'est pas normal. Et ce sont des choses qui doivent être prises à bras le corps, en tout cas par la justice. Et en 2021, ce n'est pas normal que ces affaires traînent aussi longtemps, parce que le traitement qui a été fait à Claude Jean-Pierre est complètement anormal. José Cancel, votre réaction? Oui, moi je m'excuse fortement par rapport à cette situation. C'est vrai que on parle de justice, mais on est en train d'assister depuis tantôt une justice à deux vitesses. Le problème, justement, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de vivre des situations comme ça en Guadeloupe. D'autant plus, je pense que ce sont des personnes qui ont été formées à l'école de police ou l'école de gendarmerie. Il y a des principes, il y a des règles pour arrêter un individu. Après, c'est des problèmes qui sont fondamentaux, vraiment dans ces personnes-là. Mais ce qui m'insurge encore beaucoup plus, c'est que on a l'impression qu'il y a un système qui est en train de protéger justement, j'ai envie de dire, les entre parenthèses, les personnes qui ont causé un certain nombre de choses, et que on est en train de condamner la personne qui est victime. Ça cause un véritable problème. Aujourd'hui, en Guadeloupe, il faut que ça s'arrête. Je pense qu'il faut qu'on arrête ce système, justement, qui puisse arrêter de mettre ses genoux sur la poitrine de la Guadeloupe, sur la gorge de la Guadeloupe, étouffer la Guadeloupe. Il faut que nous puissions vivre dans un pays où la justice, elle est pour tout le monde et au même niveau, pour que nous puissions vivre mieux. Parce que cela va engendrer un certain racisme, une certaine révolte dans le cœur des gens. Et malheureusement, si on ne prend pas garde, tôt ou tard, ça va exploser et ça peut aller très loin, malheureusement. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui que toute la justice, que toute la lumière soit faite par rapport à la mort de cet homme. Il faut vraiment que les choses soient bien claires et que les personnes
qui sont coupables soient condamnés tout simplement et qui puissent servir d'exemple à cette situation pour que nous puissions arriver à une situation plus jamais ça. Il faut que ça s'arrête. Alors, si vous voulez, je vous propose d'aborder à présent donc la partie donc vraiment politique de cette partie magazine pour parler de ces régionales. On commence avec vous, Max Céleste, pour parler de votre liste combat ouvrier, faire entendre la voix des travailleurs. Le camp des travailleurs, pardon. Quelles sont les priorités selon vous pour la Guadeloupe d'aujourd'hui et même de demain? Ben écoutez, nous disons que on parle de la Guadeloupe. Tout le monde parle de la Guadeloupe. Et on a l'impression que beaucoup de gens dans les listes se cachent derrière la Guadeloupe et cachent les distinctions de classe. Pour nous, il y a deux Guadeloupes. C'est bien clair, il y a la Guadeloupe des pauvres, des exploités, des chômeurs, et il y a la Guadeloupe des riches. Bon. Et effectivement, il Finlandais, et il faut que nous savions pour qui bitin il Finlandais. Et donc nous sommes du côté des pauvres, des travailleurs, des chômeurs. Nous ne sommes pas derrière la Guadeloupe, derrière le paravent de la Guadeloupe où on met un peu tout, et n'importe quoi. Alors nous disons que il faut que les travailleurs puissent exprimer, les travailleurs, la classe ouvrière, les chômeurs, les pauvres, les paysans pauvres, puissent avoir la possibilité de mettre un bulletin dans l'urne pour dire qu'ils en ont assez de la misère, assez du chômage, assez de l'exploitation capitaliste, assez du mépris des patrons dans les entreprises. Mais il faut savoir ce qui se passe dans les entreprises, chez les ouvriers agricoles, de la banane, etc. Ça n'a pas tellement changé par rapport à l'esclavage. Quels sont les points à mettre en œuvre pour combat ouvrier? C'est d'abord une force des travailleurs, une force de frappe qui puisse s'exprimer pour dire que sur le problème du chômage en particulier, il faut employer massivement la population. Il faut un plan d'emploi massif et radical. Et nous disons que pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de répartir le travail entre tous. Voilà un des points sur lesquels nous sommes persuadés qu'il est le seul à régler le problème du chômage. C'est l'augmentation des salaires en fonction de l'augmentation des prix, ce que nous appelons l'échelle mobile des salaires. C'est l'abolition du secret commercial, bancaire, du secret des affaires, pour que les entreprises puissent dévoiler au grand jour leurs chiffres, ce qu'elles ont vraiment, parce qu'on trompe les gens en disant que souvent, on n'a pas d'argent, quand on fait grève, on peut pas vous payer. Bon, un exemple. Récemment, aujourd'hui, j'ai appris en France que les femmes de ménage des hôtels Ibis, depuis 23 mois, étaient en grève. Il y avait parmi elles beaucoup de femmes africaines, émigrées, et ben à force de ténacité, elles ont gagné 200, 300, 400 euros de plus sur leur salaire. Et ben voilà un exemple formidable. Et ici en Guadeloupe, eh bien c'est pareil, il y a les travailleurs de Datex qui ont fait une grève formidable. Une nuit, ils ont arrêté de travailler. Le lendemain, eh ben, les patrons qui sont en Martinique sont arrivés dardard. Là, ils ont trouvé un motif impérieux, alors qu'ils n'en trouvaient pas, soi-disant, pour pouvoir régler le problème et augmenter normalement, payer les heures de nuit des travailleurs de Datex. Tout ça, c'est possible dans le contexte actuel? Tout ça, c'est possible. C'est possible dans le contexte actuel. Bon, donc, contrôle des travailleurs sur les profits des entreprises et sur l'argent public des assemblées locales, parce que l'argent public, il est déversé à tout va vers le privé. Et qu'est-ce qui en profite dans le privé? Ce sont les capitalistes, les possédants qui en finale de course, en haut, parce que l'argent, il ruisselle pas, l'argent, il monte. Et il monte jusqu'aux capitalistes qui, lui, empoche les bénéfices, le profit. Nous ne sommes pas contre la commande publique, évidemment. Nous sommes contre le fait que cette commande publique, en bout de ligne, elle profite à un certain nombre de capitalistes. Une meilleure répartition. Lorsqu'on donne 3 millions à monsieur Vial-Collet et Coury pour Corsair, en plus Mayotte lui a donné 3 millions, la Guyane lui a donné 1 million, la France 141 millions, c'est de l'argent public.
hein, alors que bon, monsieur Vialcollet et Coury sont pas des gens qui meurent de faim. Est-ce qu'on donne autant aux travailleurs? Non. Il y a des plans de relance de 100 milliards, toutes sortes de plans de relance. Il a fallu que les patrons de la Guadeloupe, hein, les gros patrons du bâtiment, bloquent la Guadeloupe pendant une journée pour que le lendemain, ils aient 30 millions tout de suite, hein, et 500 millions de plans de relance. Bon, les travailleurs communaux sont en grève actuellement depuis plus de 2 mois, hein, pour des augmentations de moins de 50 € et ils n'arrivent pas à l'obtenir. Voilà les 2 poids et 2 mesures de notre société et d'ailleurs dont sont complices les grandes lignes, les dirigeants des 2 ou 3 listes représentant les partis de gouvernement, à la fois Madame Borel-Lincertin et l'autre liste de Monsieur Chalus. Bon. Et Mathias, mais eux deux représentent des partis de gouvernement qui ont fait reculer la cause des travailleurs, qui baissent le revenu général des couches populaires par des lois iniques et anti-ouvrières. Et eux ici, ils représentent ces partis de gouvernement-là. On retient donc cette meilleure répartition de l'économie, en tout cas des fonds disponibles. Judith Tran, pour vous, quelles sont les priorités pour la Guadeloupe de demain ? Alors, avec la liste nous, dont je fais partie, nous voulons prendre en compte la diversité de la Guadeloupe, donc faire avec l'ensemble des Guadeloupéens. Nous voulons travailler avec les étudiants, nous voulons faire appel aux travailleurs, aux salariés, aux chefs d'entreprise, nous voulons aussi parler avec les retraités. Et en fait, c'est en prenant en compte l'ensemble des couches de la population qu'on pourra avoir une vision globale, en tout cas du pays, qu'on souhaiterait avoir dans 10, 20, 30 ans, une vision faite pour les Guadeloupéens et par des Guadeloupéens. On passerait par la relance économique, évidemment. On a parlé de la problématique des sargasses. Monsieur Selbonne l'a déjà bien présenté avant moi. Pour valoriser justement les sargasses à Cap-Esther de Marie-Galante, on fait appel en tout cas à un maximum d'experts dans leur domaine pour parler de territoire, développement du territoire, développement d'urbanisme. On parle également de tourisme, on parle également de transport et en fait... parmi les personnes qui sont avec nous, on a des personnes donc de la diversité et c'est ce qu'on représente. La richesse se trouve là en fait, je comprends. Exactement. Et il faut qu'on soit capable. Il faut qu'on soit capable de chacun d'entendre la voix des autres et d'entendre également les divergences de chacun pour avoir une vision finale pour aller dans le même sens, c'est-à-dire pour la Guadeloupe par les Guadeloupéens. José Cancel, même question. Quelles sont vos priorités? Alors, notre priorité, nous avons une vision très claire concernant la Guadeloupe de demain. La liste, bien sûr, la région service du peuple qui est conduite par Christiane Lanor. Nous avons beaucoup réfléchi et nous sommes sous 3 axes. Rapidement, la première, c'est l'émergence. C'est-à-dire, nous voulons d'une vraie Guadeloupe pour le développement économique à la hauteur des attentes tant de la société civile, mais surtout des entreprises. Parce que ce sont les petites entreprises, notamment les TPE, qui sont, j'ai envie de dire, qui forment le tissu véritablement économique de la Guadeloupe. Il faut que ces entreprises puissent émerger. Il faudra qu'il y ait un vrai accompagnement de ces entreprises. Il faudra qu'il y ait une vraie considération de ces entreprises. Et nous mettons en place des stratégies pour véritablement accompagner ces entreprises. D'autre part, un aspect qui est important, c'est que nous voulons aussi que la formation ne soit pas un vain mot. Nous avons aujourd'hui des structures. Moi, je suis dans la formation et je me rends compte que beaucoup de personnes font des formations mais qui n'aboutissent pas à grand-chose. On est formé pour être formé. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir un travail d'ingénieur, d'expertise pour que les formations puissent servir à quelque chose, pour qu'on puisse anticiper les formations par rapport à des projets structurants qui soient en parfaite relation. Notamment, nous voulons développer un aspect important dans notre territoire, c'est l'alternance. Beaucoup de nos jeunes passent par l'alternance pour leur permettre d'avoir une expérience théorique et pratique pour demain que cela puisse être un tremplin pour eux d'entrer dans le monde professionnel. L'insertion professionnelle, nous en parlons beaucoup chez nous. Deuxième point, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'ouverture. Le plus d'ouverture pour permettre justement un succès collectif sur notre territoire. L'ouverture vers le marché caribéen. Nous avons devant nous tout le marché caribéen. Et je terminerai en disant, nous voulons une vraie transformation pour que la Guadeloupe
devienne au-delà des sommes, des coups de millions que nous entendons à gauche et à droite. Nous voulons véritablement que la Guadeloupe puisse être une terre d'opportunité. Alors on sait dans les grandes thématiques de la région, il y a l'économie, donc secteur important. Comment relancer, Julie Tran, cette économie après cette période de Covid? Alors on est encore un petit peu dedans, mais bon, dit-on, le plus gros est passé. Comment peut-on envisager de relancer la machine, notamment économique, en attendant l'ouverture dans les jours prochains des restaurants, puisqu'ils sont également parmi ceux qui payent le plus, les événements culturels et encore les boîtes de nuit? Comment relancer tout le secteur économique? Alors, la relance économique va se faire dans différents domaines, hein. Ça peut être le tourisme, comme je le disais tout à l'heure, en repensant le tourisme, en sortant de ce tourisme de masse et en passant vers un tourisme de qualité et orienté vers les niches. On peut également relancer l'économie via l'emploi. On a pensé à faire un état des lieux des différents emplois qui seront porteurs demain. Par exemple, on parle du problème du retour au pays pour les jeunes qui sont partis faire leurs études là-bas. Souvent, on se retrouve avec une problématique où les jeunes font des grosses études et ne retrouvent pas d'emploi qui colle systématiquement à leurs compétences. Et en fait, l'idée serait vraiment de pouvoir faire un état des lieux des métiers de demain qui seraient porteurs, ne serait-ce que dans l'environnement, l'aménagement du territoire. Ça peut être également au niveau du tourisme. Savoir quels sont les métiers qui seraient porteurs demain et avoir vraiment une réponse à donner aux jeunes qui veulent revenir sur place pour développer leur pays. Voilà. Je vais prendre mon exemple. Avant, j'étais hôtesse de l'air. Et comme on le sait tous, certains emplois n'ont pas été renouvelés, surtout dans l'aérien, parce qu'en fait, il y avait plus du tout de vol, il y avait plus du tout d'échange, en tout cas avec l'extérieur. Et j'ai su rebondir. Et en fait, c'est ce que j'aimerais que la jeunesse fasse, c'est-à-dire que même si il n'y a pas d'emploi sur place, créons nos emplois. J'ai créé ma société dans la gestion administrative. C'est pas quelque chose qui est figé. Demain, je pourrais faire certainement autre chose si la conjoncture le permet. Et ça passe surtout par ça. C'est-à-dire qu'il faut pas rester figé, en tout cas, dans nos croyances et pouvoir s'adapter. Vous encouragez tous les Guadeloupéens à la recherche d'un emploi de créer leur activité? Exactement. S'ils se sentent capables de le faire, je les encourage vivement. Il y a des aides pour ça, surtout pour les femmes, pour les jeunes. Il y a des aides de la région, il y a des aides de l'État, il y a des aides de fondations privées qui permettent d'accompagner des porteurs de projets. Et j'encourage vivement toutes les personnes à la recherche d'un emploi de créer leur emploi. Voilà. Max Céleste, la relance économique de la Guadeloupe, comment procéder? Alors, entre autres, vous parliez de cette meilleure répartition justement des fonds disponibles pour l'ensemble des tissus économiques. Oui, bien sûr. Bon, nous avons un certain nombre d'idées, mais il faut replacer les choses dans la réalité. On ne peut pas parler de la région et du département comme si elles existaient dans une petite bulle en Guadeloupe, quelque part, et qu'il n'y avait rien autour. Bon. En réalité, nous sommes dans un système qui est dominé par le capitalisme. Et qui est-ce qui dirige le capitalisme et qui est-ce qui dirige le pays en réalité? Ce sont les familles Muliez, Bettencourt, Pinault, Bernard Arnault, Bouygues, Xavier Niel, Ayotte, Despointes, Lorette ici. Bon, une grande partie de l'économie, c'est eux qui la dirigent et c'est eux qui ont les fonds. Donc, le gouvernement français n'est que le fondé de pouvoir de ces gens-là, en réalité. Macron, il a été formé et préparé, fabriqué par la banque Rothschild et tout un staff autour de banquiers et autres. Bon, il vient de là. Et donc, ici, en Guadeloupe, le conseil régional et l'Assemblée départementale ne sont que des courroies de transmission des rouages de l'administration française, tout simplement. Bon, la loi NOTRe vous dit la région, bon, elle doit pratiquement donner de l'argent. Bon, c'est l'économie. Et on voit nos présidents d'assemblée, qui se transforment en distributeurs presque automatiques de billets. On voit Monsieur Chalus aller dans telle commune dire qu'il a donné tant de millions, tant de trucs pour les Guadeloupéens, que c'est la Guadeloupe qui défend. Mais il est
pas seulement en Guadeloupe, il est aussi en France, parce qu'il a un rôle au parti de Macron En Marche. Il est même dans sa direction. Donc c'est pas seulement la Guadeloupe qu'il défend. Il défend en réalité l'impérialisme français, et les séquelles du colonialisme français. C'est le constat. Oui, ces gens-là sont des supplétifs de l'impérialisme et du capitalisme français. Bon, alors nous disons que nous, pour lutter contre ça, il faut opposer une force sociale, politique, et nous sommes pour la création d'un parti ouvrier révolutionnaire. Et donc, à ce moment-là, il faut pouvoir prendre l'argent où il est. Ça veut dire contrôler l'argent des grandes sociétés capitalistes, comme vous le dites comme ça. Et donc exproprier les capitalistes, exproprier les gros possédants. Alors cela ne va pas, évidemment, vous l'avez compris, sans une lutte sociale, offensive, collective, et qui pourra arriver au stade où on pourra commencer ne serait-ce que le début de réalisation de ces choses-là. Rien ne peut se faire sans argent. On nous dit l'eau, il y a un problème de l'eau. Monsieur Brudet, que j'ai entendu il y a 2 jours, j'étais outré, j'étais révolté de l'entendre dire qu'il fallait encore 10 ans pour régler le problème de l'eau. Il faut compter 10 ans. Vous pouvez vérifier sur Facebook. Donc c'est incroyable. Et Monsieur Brudet, il est sur la liste Borrell avec les socialistes. C'est quand même un dirigeant socialiste local qui nous dit qu'il faut attendre encore 10 ans. C'est inadmissible. Eh bien, là encore, il faut une mobilisation populaire. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2009 avec le LKP. Eh bien, il faudrait refaire la même chose. Et même encore plus, multiplié par 2, par 3. Et je vous assure que nous aurions de l'eau dans les 6 mois partout. Parce que là, on nous balade, on nous amuse, on nous trompe, on coupe des petits tuyaux de temps en temps. C'est comme si on mettait des rustines, et on ne règle pas le problème de l'eau. Alors que c'est l'ensemble du réseau qui doit être changé totalement, tous les tuyaux. Parce qu'il y a de l'amiante dessus, il y a tout. On sait qu'il faut 1 milliard. Il faut 1 milliard pour cela. Bon, eh ben, il faut que les travailleurs, la population qui en a assez, eh ben, se mobilise réellement pour se faire craindre. Parce que quand on ne se fait pas craindre, on n'a rien du tout. Il faut faire peur aux possédants, il faut faire peur à l'État pour que ce milliard-là soit mis sur la table pour qu'on en finisse avec le problème de l'eau. Et alors, que font les dirigeants actuels des assemblées? Eh ben, ils bricolent, ils font de la gymnastique, quelques millions par-ci, quelques millions par-là. Madame Borrell vous dira que l'Assemblée départementale a fait un certain nombre de choses. Monsieur, oui, d'accord, sauf que le problème général n'est pas réglé. Bon, et ça suscite la colère de la population. Et cette colère de la population, nous pensons qu'elle doit s'organiser pour descendre dans la rue de manière à ce que le gouvernement et même les élus qui sont leur courroie de transmission ici sentent qu'on est arrivé au bout, qu'on en a assez. José Cancel, votre vision de l'économie pour relancer cette Guadeloupe après la Covid, en tout cas dans cette phase de fin de Covid. Alors c'est vrai que la Covid a malheureusement entraîné derrière elle un certain nombre de problématiques sociales et sociétales, notamment sur le plan économique. Mais j'aimerais, avant de répondre à votre question, dire que c'est vrai qu'on entend depuis quelque temps des coûts de millions, et parallèlement à ça, on a un taux de chômage qui augmente. Donc, il y a un problème de fond. Et je crois qu'il faut être en face des vrais problèmes de la Guadeloupe, les problèmes de chlordécone, les problèmes de l'eau, des problèmes de déchets, les problèmes de chômage, de l'emploi, des jeunes, notamment sur le territoire. Alors, tous les problèmes ne sont pas de la compétence de la région. On est d'accord. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais je me dis aujourd'hui, il faut de véritables leaders politiques qui prennent à bras le corps les vraies problématiques du territoire et qu'on puisse pas faire de la politique politicienne ou des coups de discours incantatoires qui n'ont aucun sens, qui n'amènent à rien du tout. Je pense que la Guadeloupe aujourd'hui est dans un tournant. Il faudra véritablement que nous puissions prendre à bras le corps les vrais problèmes du pays. Pour répondre à votre question, dans le sens du développement économique, nous sommes sur un territoire nous avons cette chance d'avoir un territoire qui est riche. Non seulement nous avons un microclimat, climat de basse terre, climat de grande terre, deux climats différents. Ça veut dire que nous pouvons développer non seulement une vraie agriculture pour que nous puissions arriver à une autosuffisance alimentaire, nous pouvons aussi rebooster ou encore booster plus l'agro-transformation. Nous l'avons vu par rapport au Covid, comment il y a eu des circuits courts, comment les gens se sont organisés, comment les gens ont commencé à consommer
les produits du terroir, alors que pendant un certain moment, on mangeait pas cela. La Covid a amené justement une maturation, une réflexion, et qui nous a permis de voir les vrais problèmes de la Guadeloupe notamment. Je dirais aussi, on a le développement, au-delà des discours, de l'économie verte, de l'économie bleue, aller trouver des niches d'emploi dans ces domaines-là pour permettre justement à nos jeunes de comprendre qu'ils peuvent trouver du travail sur leur territoire, parce qu'on a quand même une fuite de nos jeunes de matières grises qui partent à l'extérieur pour chercher du travail, et parallèlement à ça, on a des personnes qui arrivent et qui trouvent du travail. Donc il y a un véritable problème de fond, et je pense que c'est pas... Il faut voir les choses de manière frontale, affronter les choses de manière sereine, certes, mais en toute franchise, en toute vérité. Et le développement économique, pour moi, c'est capital sur notre territoire. On a les moyens, on a les compétences pour développer ce pays-là, pour nous permettre non seulement d'avoir un développement économique de haut niveau, d'accord. On peut accompagner les entreprises. On peut, au-delà des, j'ai entendu qu'il y a eu le relance de l'économie, relance de ceci, des plans de relance. Mais on se rend compte que certains budgets, certaines sommes d'argent qui sont votées vont qu'à certaines grosses entreprises, alors que les petites entreprises sont en train de se battre pour survivre. Donc, il faut aller et vraiment accompagner de manière très forte les petites entreprises pour leur permettre justement, comme ils sont créateurs de richesse, leur permettre justement d'être dans un environnement pour leur permettre de se développer et permettre à nos jeunes de travailler sur leur territoire. Alors pour conclure, justement, je vais vous demander en moins d'une minute de conclure sur les raisons qui pourraient pousser les auditeurs à vous soutenir et à voter pour vos listes. Julie Tran, tout d'abord. Oui, alors j'invite l'ensemble des Guadeloupéens à prendre connaissance en tout cas de toutes les propositions que nous allons faire à partir du 1er juin concernant notre programme. On fait pas appel à la diversité, comme je l'ai dit plus tôt, et en fait, je lance un appel à l'ensemble des Guadeloupéens qui souhaiteraient faire avancer leur île et leur nation, en prenant en main tout ce qui est santé, culture, spiritualité également, parce qu'il y a énormément de changements qu'on doit faire dans notre manière de penser, dans notre manière de consommer, dans notre manière de voir la Guadeloupe, sans forcément rejeter la faute sur les autres. C'est pour ça que la liste nous a été créée, c'est pour que nous puissions prendre les choses en main par nous et pour nous, et on accepte les divergences d'opinion également, mais le plus important c'est de mettre en avant la nation Guadeloupe. Voilà. Merci. Max Céleste. Eh bien, écoutez, le bulletin de vote par lui-même ne peut pas peser sur des changements fondamentaux, mais au moins il sert à s'exprimer. Il sert à dire qu'on est en colère. Il sert à dire qu'on ne peut pas vivre avec des retraites de 200, 300 ou même 800 euros. Il sert à dire que pour une vie relativement décente, il faudrait au moins un SMIC à 1800 euros net. Il sert à dire que pour avoir satisfaction, il faut une force des faibles, une force des travailleurs pour qu'ils deviennent forts dans un parti ouvrier révolutionnaire qui puisse avoir voix au chapitre sur la scène politique. Et c'est pour ça que nous disons que les travailleurs, les ouvriers, doivent faire de la politique des travailleurs. Enfin, il sert à rejeter, condamner tous les partis qui sont pro-capitalistes, qui soutiennent le système en vigueur, qui est un système d'esclavage moderne, c'est-à-dire le PS avec la liste Chalus, avec la liste de Joseph Borrell-Certain, et l'autre aussi, qui est en fait un appendice de la liste d'En Marche. Donc voilà pourquoi nous pensons que le 20 juin, les travailleurs, les exploités, les chômeurs, les dominés doivent faire le geste d'abord d'aller voter, parce que l'abstention, c'est se taire. Souvent, on s'abstient quand on n'a vraiment pas le choix, mais quand on a des partis qui défendent les petits, les travailleurs, les chômeurs, eh bien, on va mettre ce bulletin dans l'urne, parce que au moins, ça sera l'expression des mécontents et de ceux qui sont en colère dans la situation d'exploiter. José Cancel. Alors moi, je dirais, aujourd'hui, je pense que le paysage politique de la Guadeloupe, le peuple guadeloupéen de manière générale, aspire à un véritable changement politique sur le territoire.
nous avons besoin de voir d'autres personnes avec d'autres visions de la Guadeloupe, parce que beaucoup de ceux qui sont là, ça fait 30-40 ans qu'ils sont là, on n'a pas vu trop de changements. Donc il faut qu'on soit réel. On a besoin de voir de nouvelles personnes avec une nouvelle vision, parce que là, on est en pleine mutation en Guadeloupe, les choses ont changé, il y a une autre façon de voir les choses. Je ne dis pas de mettre de côté les anciens, je veux dire, on a besoin quelquefois, pour certains, de leur sagesse, mais en ce qui nous concerne, nous voulons dans un premier temps nous adresser aux abstentionnistes, parce que ils sont énormes, pour leur dire que vous avez dans vos mains une arme puissante qu'on appelle un bulletin, et que vous avez la capacité de faire changer la donne, vous avez la capacité d'amener la Guadeloupe sur vraiment les rails du développement. Et nous, au niveau de la liste respect, c'est-à-dire la région au service du peuple, nous sommes et nous voulons une Guadeloupe forte, une Guadeloupe consciente de ses enjeux, une Guadeloupe qui va s'engager pour un vrai développement de notre territoire. Nous voulons d'abord, j'ai envie de dire, une Guadeloupe qui se choisit. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été en direct avec nous dans ce magazine de la rédaction pour évoquer donc l'actualité, mais surtout ces régionales des 20 et 27 juin prochains qui seront bien sûr à suivre donc sur RCI. Merci à Julie Tran de la liste Nous, ainsi qu'à Max Céleste de la liste Combat Ouvrier et José Cancel, liste de la région au service du peuple, qui étaient nos invités.